c'est les midi 15, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir à ce troisième webinaire thématique consacré à l'open data, un webinaire aujourd'hui consacré à la propriété intellectuelle. Alors, comme vous le savez, les chercheurs et chercheuses sont de plus invités à partager leurs données de recherche sur des dépôts différents. Et s'il est vrai que cette nouvelle pratique, disons cette nouvelle culture, apporte une contribution, comme vous le savez, essentielle à la recherche scientifique en termes d'impact, de transparence et de reproductibilité, le processus d'ouverture des données présente également des défis significatifs et suscite de multiples interrogations, en particulier concernant les aspects légaux. Alors, lors du premier webinaire, pour celles et ceux qui étaient là, nous avons abordé la relation dynamique entre ouverture et protection des données de recherche. Aujourd'hui, on va se pencher sur la relation tout aussi dynamique entre l'ouverture des données et droit de la propriété intellectuelle, une relation que l'UNESCO décrit comme, je cite, nécessaire, bénéfique et qui ne s'exclut pas l'une de l'autre. Alors, afin de nous éclairer sur cette relation, je suis ravie d'accueillir Marion Consoli et Margot Voisin, qui sont toutes deux assistantes de recherche et d'enseignement au Digital Law Center, un centre de compétences en matière de droit du numérique à l'Université de Genève. Juste avant de leur laisser la parole, peut-être, si j'arrive à avancer mon écran, peut-être, voilà, une information. Donc, comme vous le savez, ce webinaire est enregistré, puis sera ensuite disponible sur nos pages ORD. Donc, je vous informerai à toutes et tous une fois que cet enregistrement sera disponible et le lien. Il y a donc Margot Voisin et Marion Consoli vont prendre la parole à partir de maintenant jusqu'à 13h15, pardon, et ensuite il y aura une quinzaine de minutes dédiées aux potentielles questions additionnelles. Et je vous informe également du prochain webinaire qui sera le 16 avril 2024 et qui portera sur les méthodes d'anonymisation. Je vous en serai informé ultérieurement. Je passe maintenant la parole, je départage mon écran, je passe maintenant la parole à nos invités qui sont là. Bonjour. J'ai vu déjà, bonjour. Bonjour. J'arrête de partager du coup la présentation. Ouais, j'arrête mon partage, super. Merci d'être présente à cet atelier qui se veut court. Donc, comme Madame de la Madeleine l'a précisé, il durera environ 1 heure et il se base principalement sur les questions qui ont été communiquées en amont de la présentation. On va également aborder, en fait, en plus de la propriété intellectuelle, certains aspects de protection des données, parce qu'on s'est rendu compte sur la base des questions qu'il y avait quand même beaucoup de confusion entre les deux domaines. Du coup, je vous ferai la présentation par rapport au cadre légal en matière de protection des données, et Madame Consoli fera la présentation en matière de propriété intellectuelle. Nous aborderons ensuite les licences, et nous terminerons par un passage en revue des questions qui avaient été transmises et le moment question qui a été précisé juste avant. Est-ce que... Oui, c'était celui-ci. Ouais, j'essaie d'ouvrir juste la présentation. Je crois qu'il faut que je l'ouvre autrement. Je crois que ça fonctionne là. Oui, ça marche. Super. Parfait. Ok. Parfait. Très bien. Alors, on va commencer par une partie définition. Donc, je vais commencer par définir la protection des données. Oui, c'est tout bon. Donc, le domaine de la protection des données vise à protéger la personnalité, la vie privée et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. Donc, en Suisse, celle-ci, la protection des données, est régie par la LPD, la nouvelle loi sur la protection des données, qui est entrée en vigueur le 25 septembre 2020, qui date du 25 septembre 2020 et qui est entrée en vigueur l'année passée. Cette loi vise à renforcer la protection en améliorant la transparence des traitements des données et le contrôle des personnes sur leurs données. Donc le principe, c'est que la personne qui traite les données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. Il existe quelques exceptions, donc le consentement notamment. Donc si une personne consent à ce qu'on traite ses données, le traitement devient licite. D'autres motifs justificatifs, comme un intérêt public ou privé, prépondérant, et l'existence d'une base légale.
Pour clarifier un petit peu ce qu'on entend par données personnelles, une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. Donc, une personne peut être identifiée de manière directe par son nom, par exemple, ou de manière indirecte par un numéro d'adhérent ou un numéro de téléphone, une adresse email ou encore une adresse postale. Une personne peut être identifiée par un croisement de données. Par exemple, les questionnaires d'enquête où les noms et prénoms ne sont pas indiqués. Mais vous avez âge, vous avez à disposition l'âge, adresse mail ou d'autres éléments qui permettent de réidentifier la personne. Les données relatives à l'âge, au genre et à une activité particulière de la personne sont susceptibles de révéler l'identité de celle-ci. Ce qu'on entend par traitement de données personnelles, c'est toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données. Donc c'est une notion qui est très large. Une simple consultation de données constitue déjà un traitement. À titre d'exemple de traitement, on peut donner l'exemple du tableur Excel avec les actions, les différentes actions présentes dans un tableur Excel, des formulaires d'adhésion ou des bases de données. Un traitement n'est pas nécessairement informatisé et les règles s'appliquent pour les traitements papier. Le responsable du traitement, c'est la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles. Donc cette personne doit s'assurer que le traitement respecte les règles. Ce rôle est souvent incarné par le ou la représentante légale d'une structure. Le sous-traitant est la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Donc ça peut être une entreprise, par exemple, service informatique, hébergement ou maintenance. Je vais donc vous parler maintenant en fait de la propriété intellectuelle, donc commencer par définir aussi ce que c'est que la propriété intellectuelle. Donc en fait la propriété intellectuelle, elle vise en fait à protéger des biens qui sont immatériels, ce qu'on appelle immatériels, donc par opposition à des biens de propriété par exemple. L'exemple typique, c'est par exemple un tableau où vous avez une propriété sur le tableau en tant que tel, donc c'est l'œuvre physique. Et puis, vous avez une protection sur les droits d'auteur. Donc, vous avez ce tableau, si vous voulez, il y a une œuvre et il y a aussi des droits sur cette œuvre en tant que telle. Et puis après, vous avez la protection de la propriété matérielle sur le tableau. Donc, la propriété intellectuelle, c'est vraiment la protection de toutes les créations de l'esprit. Hein. Et donc, il y a un numerus clausus en droit de ces différentes protections de biens immatériels. Donc, vous avez les œuvres qui sont protégées par la loi sur les droits d'auteur. Vous avez les marques qui sont protégées par la loi sur les marques, la protection des marques. Et puis, vous avez aussi la loi sur les designs qui protège donc les designs. Et puis, la loi sur les brevets d'invention qui protège donc les inventions techniques. Dans le cadre de cette thématique, donc, qui est quand même focalisée sur les données de recherche, je pense qu'on va se limiter en fait à l'étude de la LDA, donc de la loi sur les droits d'auteur, donc des œuvres, et on verra juste après comment certaines données peuvent être protégées par le droit d'auteur. Et puis, donc, le principe, c'est qu'on peut librement utiliser en fait toutes les prestations qui sont créées par des tiers, donc ça tombe dans le domaine public, sauf justement pour ces créations artistiques ou ces créations de l'esprit, si vous voulez, qui remplissent en fait les conditions de protection de ces différentes lois. Donc, à partir du moment où les conditions de la LDA sont remplies, le titulaire en fait des droits d'auteur va avoir des droits exclusifs sur son œuvre. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de libre utilisation possible. C'est tout bon à ce stade. Alors, la première question qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'une donnée de recherche? Et pour répondre à celle-ci, rappelons d'abord qu'il existe plusieurs types de données de recherche sur lesquelles les chercheurs-chercheuses se basent, ce qu'on appelle les données d'entrée, pour produire des recherches et des publications, ce qu'on appelle les données de sortie. Donc, il peut s'agir de données personnelles. Donc, par exemple, si on pense aux chercheurs-chercheuses qui analysent des conversations sur Facebook en tant que données d'entrée pour mieux comprendre, par exemple, les réactions qu'il y a pu avoir après la pandémie de Covid-19 ou pour créer des graphiques,
Il peut s'agir de données personnelles sensibles, donc qui font l'objet de protections supplémentaires, comme des images médicales pour les essais cliniques et la recherche médicale. Il peut s'agir de données techniques, donc les données techniques ne sont pas des données personnelles, donc elles ne sont pas protégées par la loi sur la protection des données personnelles. Les données techniques peuvent par exemple être, si on prend l'exemple du Swiss Data Cube, donc c'est une structure suisse qui collecte des données satellites grâce à des capteurs répartis dans toute la Suisse. Ces informations sont des données techniques. Et on a également les données protégées par le droit d'auteur. Exactement. Alors après, on va voir dans quelle mesure les données sont protégées par le droit d'auteur, mais en fait, quand on parle de données ici, en tout cas dans le cadre du droit d'auteur, il faut entendre des données au sens large. C'est-à-dire que, par exemple, une image pourrait être une donnée, et donc les images, si elles remplissent certaines conditions, vont être protégées par le droit d'auteur. Après, les données plus techniques, comme on l'a mentionné, ne seront pas protégées par le droit d'auteur. Et puis, juste pour ajouter aussi que les données techniques peuvent faire l'objet d'une protection, par exemple, par la loi contre la concurrence déloyale ou les secrets d'affaires, les secrets économiques. Comment sont protégées les données de la recherche? Donc, premièrement, concernant la protection des données, les données personnelles, donc, comme mentionné précédemment, par exemple les conversations Facebook ou l'imagerie médicale, sont pour la plupart protégées par les lois sur la protection des données, en particulier la loi fédérale sur la protection des données, LPD. Pour les institutions publiques telles que l'Université de Genève ou les HES, c'est les lois cantonales qui s'appliquent. Donc, pour la HES Genève, ce sera la loi genevoise sur la LIPAD, ainsi que le règlement européen sur la protection des données, qui s'applique aux entités qui sont basées en Suisse, y compris l'université, donc les entités basées en Suisse qui ciblent des individus situés dans l'Union européenne. Donc, par exemple, des étudiants et étudiantes, une communauté de chercheurs-chercheuses en Erasmus. Les données confidentielles ou commerciales peuvent également être protégées par le droit de la concurrence déloyale lorsque quelqu'un réutilise une grande quantité de données sans en supporter les coûts ou en tant que secrets commerciaux, ou également par le code pénal lorsqu'on divulgue un secret tel qu'un secret commercial. Enfin, les données techniques, qui sont théoriquement librement utilisables, peuvent être protégées par des contrats, comme un accord de collaboration ou un partenariat public-privé, lorsque des chercheurs-chercheuses font partie d'un consortium ou d'un accord de collaboration spécifique qui peut dicter si et comment les données techniques peuvent être utilisées. Mais le principe reste quand même la libre utilisation des données techniques. Alors, avant de regarder un peu comment la donnée, en fait, elle peut être protégée par le droit d'auteur, donc on va d'abord voir quel est l'objet, en fait, de la protection que protège, en fait, la loi sur le droit d'auteur. Et donc, en fait, la loi, elle protège des œuvres, en fait. Donc, on vous dit que ces œuvres, c'est des créations de l'esprit, donc littéraires ou artistiques, qui ont un caractère individuel. Et donc, c'est vraiment cette condition donc, de caractère individuel qui est vraiment centrale à la protection. Donc, création de l'esprit, on sous-entend que c'est vraiment une création de l'esprit humain. Caractère individuel, si vous voulez, c'est l'originalité de l'œuvre. Et puis, domaine littéraire ou artistique, vous avez toute une énumération en fait, de ce qu'on entend par domaine littéraire ou artistique, donc à l'article 2, alinéa 2 de la LDA. Donc, vous avez par exemple des œuvres recourant à la langue, donc littéraire ou scientifique, donc par exemple des articles scientifiques. Et puis, vous avez aussi les programmes d'ordinateur, en fait, à l'alinéa 3 de la LDA. Donc, les logiciels sont aussi protégés par la loi sur le droit d'auteur. Et puis, donc vous avez cette liste qui est donc non exhaustive. Et puis, vous avez des exceptions aussi à l'article 5 de la loi sur le droit d'auteur, où on vous dit spécifiquement que ces types de documents ne sont pas protégés par la loi sur les droits d'auteur. Donc, par exemple, on retrouve les lois, les ordonnances, les décisions du tribunal fédéral, par exemple. On comprend bien que c'est des documents en fait, qui doivent rester à disposition et rester dans le domaine public et qui doivent être accessibles. Donc, c'est automatiquement en fait, des documents qui ne vont pas pouvoir en fait, être protégés par la loi sur le droit d'auteur.
Maintenant, la condition centrale, c'est vraiment cette condition d'individualité et elle n'est pas forcément évidente à atteindre. Donc, en fait, on vous dit que le droit d'auteur, il protège l'expression concrète de l'œuvre qui ne contient pas uniquement des éléments relevant du domaine public, mais qui, dans son ensemble, apparaît comme le résultat d'une création intellectuelle à caractère personnel ou qui est l'expression d'une nouvelle idée originale. Donc ici, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'en fait, on ne va pas protéger une idée. Donc l'idée en tant que telle qui est dans votre tête, on ne va pas pouvoir la protéger, il va falloir l'exprimer. Donc souvent, en fait, cette idée, elle s'exprime sur un support matériel. Le cas, par exemple, de la peinture, où on va avoir ensuite un tableau, de la musique ou un ouvrage. Typiquement, vous allez, je ne sais pas, comme vous faites un roman, typiquement, vous avez peut-être une idée en amont, puis ensuite, une fois que vous allez la poser, vous allez donc exprimer cette idée, et puis ça va se matérialiser par l'ouvrage qui est le livre ou l'article, si c'est un article scientifique typiquement. Donc une fois qu'on a compris un tout petit peu, et c'est vraiment très sommaire, mais la protection donc, par le droit d'auteur, on peut se poser la question de savoir mais comment en fait les données peuvent être protégées par le droit d'auteur. Donc tout dépend aussi de la définition en fait qu'on va donner aux données. Donc si on dit que ce sont simplement des données au sens large, donc on en donne une large définition, par exemple les images, etc. Donc, si vos images, elles ont un caractère suffisamment individuel, elles vont pouvoir être protégées par le droit d'auteur. Maintenant, les données simples, elles ne sont pas en soi protégées par un droit exclusif de propriété intellectuelle. Par contre, il y a aussi une disposition qui est intéressante dans la loi sur le droit d'auteur, c'est l'article 4 de la LDA, donc, qui protège en fait les recueils. Un recueil, pour donner quelques exemples, donc ça peut être simplement une compilation d'œuvres musicales, par exemple, ou des périodiques. Un site internet aussi peut être un recueil. Et puis, dans le cadre de la thématique donc des données spécifiques, on peut penser aussi aux bases de données. Donc, ces recueils, ils sont protégés. Donc, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel, encore une fois, si ces recueils sont suffisamment originaux. En raison notamment du choix, donc comment est-ce que vous allez disposer vos données dans la base de données et aussi en fonction de la disposition de leur contenu, etc. Donc comment est-ce que vous répertoriez vos données, par exemple scientifiques, comment elles sont accessibles, etc. Tous ces choix de comment est-ce que je vais répertorier mes données dans ma base de données si c'est suffisamment original, ça peut être protégé par l'article 4 de la loi sur le droit d'auteur. Maintenant, on vous dit aussi qu'un arrangement factuel et qui suit une certaine logique, donc si vous allez classer vos données d'une certaine manière et que c'est finalement assez logique et qu'il n'y a pas vraiment justement cette originalité, donc il n'y a pas de caractère individuel et donc on ne va pas reconnaître la protection sous l'angle de l'article 4. Et c'est souvent le cadre des données de recherche. Donc, en fait, c'est rarement protégé par cet article 4. Pourquoi? Parce que justement, le succès d'une banque de données ou d'une base de données, en fait, réside dans son utilité, donc qui commande certaines, si vous voulez, séquences logiques qui répondent en fait au champ de recherche souhaité. Et puis, surtout, imaginons que tout d'un coup, votre base de données est finalement suffisamment originale. Il faut bien comprendre aussi que ce qui va être protégé, c'est la structure de la base de données, mais ce n'est pas le contenu de la base de données. Donc, pas forcément les données qui sont à l'intérieur. Maintenant, encore une fois, attention, ça dépend des données que vous mettez à l'intérieur de cette base de données. Si ce sont des images qui elles-mêmes sont protégées par un droit d'auteur, alors là, oui, effectivement, c'est des données qui vont être protégées et donc il faudra aussi bien s'assurer d'avoir une autorisation préalable de l'auteur de chacun de ces images pour pouvoir confectionner votre base de données. Aussi, un peu paradoxalement, on vous dit que le caractère individuel, donc l'originalité, il dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va attendre un degré d'originalité moindre pour, par exemple, un article scientifique ou qui va suivre une certaine logique, en fait, finalement, où il y a quand même certaines attentes ou disons, certains principes qui sont attendus
par opposition, par exemple, à un roman qui est totalement fictif, où là, on va attendre peut-être un degré d'originalité qui est beaucoup plus élevé, parce qu'on va se dire que votre liberté artistique, elle est quand même beaucoup plus grande dans ces domaines-là. Donc, on peut se dire, si ce n'est pas protégé donc, par l'article 4 LDA, finalement, est-ce que je peux protéger autrement ma base de données? Il y a potentiellement une application de l'article 5, lettre C de la loi contre la concurrence déloyale. Encore une fois, il faudrait que ça remplisse les conditions. Et c'est vrai que le tribunal fédéral, et j'ai cité un arrêt, si ça vous intéresse d'aller voir, donc un arrêt du tribunal fédéral, c'est vrai que c'est une interprétation qui est quand même assez restrictive. Donc ça va être aussi assez compliqué de le protéger via l'article 5, mais disons peut-être que c'est plus facile à atteindre que via l'article 4 de la loi sur le droit d'auteur. L'article 5, en fait, il vous dit simplement, donc, agit de façon déloyale celui qui reprend, grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant, le résultat de travail d'un tiers. Donc, le résultat de travail, typiquement, ici, ça pourrait être la base de données, prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Mais il y a aussi cette notion donc, de commercialisation. Pardon. Et donc voilà. Base de données mixte, c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait qu'une base de données, vous pouvez avoir justement les données, le contenu de cette base de données en fait peut varier, et donc vous pouvez très bien vous retrouver avec une base de données où vous allez avoir des données qui sont peut-être protégées par le droit d'auteur ou des données aussi personnelles, et donc vous pouvez avoir un mixte, et donc il faudra faire attention aussi de bien répondre à la fois aux conditions de la LPD et de la LDA. La question suivante serait, en fait, on s'interroge sur à qui appartiennent les données de la recherche. Donc, au sens de la protection des données, ce qu'on appelle la titularité des données, concernant les données personnelles, c'est la personne concernée qui est titulaire des données. Les personnes concernées ont des droits de contrôle inaliénables sur leurs données, comme le droit de retirer leur consentement en tout temps. Une fois que le consentement a été donné pour l'utilisation des données, si par exemple, je donne mon consentement pour que vous utilisiez dans le cadre d'une recherche mon nom, mon prénom et mon adresse mail, je peux en tout temps vous demander d'arrêter ce traitement parce que je retire mon consentement. En ce qui concerne les données techniques, la personne qui possède les données est celle qui les contrôle. Et une question qu'on a abordée avec Madame de la Madeleine récemment, c'est que la propriété peut être transférée à des tiers. Donc, par exemple, l'UNIGE ou la HES. Donc, par exemple, si ça dépend si les données de recherche sont produites dans le cadre des missions universitaires du chercheur ou de la chercheuse, ou dans le cadre d'une collaboration avec d'autres institutions ou de travaux financés par le FNS. Dans ce cas, la propriété peut effectivement être transférée à des tiers, donc à l'UNIGE ou la HES. J'ai juste aussi oublié de vous dire, donc si je reviens, pardon, juste sur cette slide, on a parlé aussi des logiciels, et que les logiciels en fait sont protégés aussi par la loi sur le droit d'auteur, donc à l'article 17. Donc le logiciel à la base du fonctionnement de votre base de données, par exemple, qui va vous permettre peut-être d'organiser vos données, lui, il va pouvoir peut-être être protégé aussi par la LDA. Mais par contre, encore une fois, il ne va pas pouvoir vous permettre en fait d'interdire l'extraction ou l'exploitation des données dont il permet notamment, par exemple, l'indexation ou le formatage. Donc maintenant, si j'en viens à la titularité concernant en fait le droit d'auteur, donc vous avez deux formes de titularité, donc titularité originaire et titularité dérivée. Donc la titularité originaire, en fait, c'est le principe de l'article 6, c'est-à-dire que c'est la personne physique qui a créé l'œuvre qui devient auteur de l'œuvre, et elle devient auteur de son œuvre dès la création. Donc vous écrivez un ouvrage ou un article, c'est vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage ou de cet article. Donc il n'y a pas de disposition à prendre de ce point de vue-là. Maintenant, il peut y avoir aussi une pluralité d'auteurs. Par exemple, vous travaillez à plusieurs sur un projet, donc article 7 LDA, donc il faudrait que pour
chacun ait la qualité d'auteur, il faut que chacun contribue en fait à ce qui va rendre l'œuvre originale. Donc si vous avez simplement un apport qui est minime, je dirais, dans l'élaboration du projet, ça ne va pas suffire à vous donner la qualité d'auteur. Maintenant, attention aussi, généralement, ce qui est conseillé quand vous êtes à plusieurs à travailler sur un projet, c'est de bien délimiter qui est titulaire, qui sera titulaire en tout cas de l'œuvre terminée. Et puis, pour éviter qu'en fait ce droit vous revienne, si vous voulez, en commun, en cas évidemment de conflit ou de litige. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Si vous êtes plusieurs auteurs sur une œuvre, ça veut dire que vous avez un droit commun d'utilisation. Donc, ça veut dire que pour que l'œuvre soit utilisée, vous allez devoir tous vous mettre d'accord les uns les autres. Et des fois, ça peut être assez problématique. Donc, je dirais contractuellement, en tout cas au début de chaque projet, il faudrait vraiment prévoir qui est titulaire de l'œuvre. Ensuite, présomption de la qualité d'auteur. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est désignée comme auteur par son nom sur un ouvrage, sur un article par exemple, il va être automatiquement présumé auteur de cet article, de cet ouvrage, et ça sera à la personne qui, par exemple, se dit « non, c'est mon article à moi », de démontrer pourquoi est-ce que c'est son article, etc., et d'apporter la preuve contraire. Maintenant, la titularité dérivée, ça veut dire quoi? Simplement, c'est que ces droits d'auteur peuvent être transférés. Donc, vous avez une libre cession du droit d'auteur, donc à l'article 16 alinéa 1 de la loi sur le droit d'auteur, par un contrat de cession, par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer céder vos droits d'auteur, donc sur la totalité de vos droits ou partiellement, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple céder simplement l'utilisation, mais pas forcément la modification, etc. Donc, on y reviendra un peu plus tard, mais donc vous pouvez céder soit la totalité de vos droits, soit partiellement, donc seulement certains droits qui vous sont attribués. Par succession. Et puis aussi, et surtout, et on va s'y intéresser ici, c'est le régime de cession spécifique pour les logiciels. Donc ça, c'est l'article 17 LDA. Donc, si je prends peut-être la slide d'après, c'est un régime, en fait, 17 LDA pour les logiciels qui est un peu similaire à celui qu'on retrouve pour les brevets et les designs, à l'article 332 du Code des obligations. Donc, l'article 332 du Code des obligations, il vous dit, donc il y a plusieurs hypothèses. Et donc, il vous dit que si vous créez ou développez une invention, par exemple, ou un design, dans l'exercice de votre activité, donc là, c'est le cas où vous êtes, par exemple, salarié, vous travaillez pour une entreprise ou vous travaillez à l'université ou dans une haute école, si vous êtes... donc, vous développez, créez une invention ou un design et que vous le faites dans l'exercice de votre activité et conformément à vos obligations contractuelles. Donc, vous avez votre cahier des charges, en fait, il mentionne que vous avez été engagé spécifiquement pour cette recherche spécifique ou pour développer justement une invention ou un design. Eh bien, en fait, les droits passent directement à l'employeur. Donc, c'est des droits qui appartiennent à votre employeur. Maintenant, si, dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que vous inventez une invention, c'est pas tellement correct, mais vous créez une invention, vous créez un design dans l'exercice toujours de votre activité, mais par contre, ça sort un peu de votre cahier des charges, ce n'était pas prévu dans vos obligations contractuelles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ici, l'invention ou le design va appartenir à l'employeur que si celui-ci l'a prévu contractuellement. Donc, c'est-à-dire que c'est réservé, ça veut dire que l'employeur doit spécifiquement, dans le contrat, le mentionner. Et dans ces cas-là, donc, si ça a été réservé et prévu contractuellement, eh bien, ça appartiendra aussi à l'employeur. Et puis, il pourra, par exemple, vous verser une rémunération si ensuite il y a un brevet qui est déposé ou un design enregistré. Et la troisième hypothèse, c'est celle où, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes aux ressources humaines d'une entreprise et que durant votre temps libre chez vous, vous créez une invention, c'est de la peine, inventer une invention, vous créez une invention ou un design, et bien là, vous restez en fait titulaire de ce brevet ou de ce design. Donc là, votre employeur peut rien vous dire dans cette troisième hypothèse. Pour les logiciels, c'est un peu la première hypothèse en fait qui va s'appliquer, c'est-à-dire que si vous développez
vous avez été engagé pour développer un logiciel et puis que vous le faites dans l'exercice de votre activité conformément à ce qui a été prévu dans votre cahier des charges ou contractuellement, eh bien du coup, le logiciel va appartenir automatiquement à l'employeur. J'ai aussi mentionné donc, tout en bas, donc à côté de l'hypothèse 1, donc article 17 LDA logiciel, hypothèse 1, un arrêt du tribunal fédéral qui est assez récent où en fait il y a eu un litige qui a opposé en fait l'université de Lausanne à une doctorante, typiquement parce que en fait cette doctorante a créé dans le cadre de ses travaux de recherche, donc pour sa thèse de doctorat, un logiciel. Donc elle faisait une thèse de doctorat sur le traçage de fourmis. Et puis, elle a réussi, en même temps, elle a développé ce logiciel qui lui permettait justement d'analyser plus rapidement ses données, etc. Et donc, la doctorante, en fait, a déposé ce logiciel sur un site internet et puis elle a indiqué qu'elle était, en fait, titulaire des droits. Et donc, il y a eu un litige parce qu'en fait, l'Université de Lausanne disait que c'était elle qui était titulaire du logiciel et puis la doctorante disait non, c'est moi parce que c'était pas dans mon cahier des charges de développer un logiciel, donc je reste, et puis ça n'a pas été du coup prévu contractuellement, donc je reste en fait titulaire sur le logiciel. Donc il a fallu aller vérifier en fait la réglementation de l'université. Et donc dans la réglementation, c'est marqué que les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques qui sont créés par les membres du corps enseignant, donc de la doctorante, dans l'exercice de leur activité, reviennent à l'université. Et donc, il n'y avait pas ici de mention spécifique dans le cahier des charges de développer spécifiquement un logiciel et ce logiciel en question, mais le tribunal fédéral a quand même, et c'est là que c'est intéressant aussi, estimé que la mention de travail de thèse en fait, englobait toutes les démarches effectuées ou entreprises pour la thèse, et donc ça couvrait aussi le logiciel, et donc finalement le logiciel donc appartient bien, il a été décidé en tout cas qu'il appartenait bien à l'Université de Lausanne, et donc on voit aussi ici l'importance de bien délimiter aussi les clauses contractuelles et de voir ce qu'on entend par de bien lire en fait plutôt la réglementation de l'université ou de l'entreprise pour laquelle on travaille. Merci. On va maintenant se demander comment utiliser les données de la recherche. Donc, si on veut, afin d'utiliser les données de la recherche conformément à la loi sur la protection des données, le traitement de données doit respecter les principes de protection des données, donc à savoir les principes listés sur cette slide, le principe de licéité, c'est-à-dire que les données doivent être traitées de manière légale, ce qui veut dire que chaque donnée doit être traitée en conformité aux principes. Le principe de finalité doit également être respecté, donc les données doivent être utilisées dans un but précis. Le principe de proportionnalité ensuite, qui implique que seules les données minimales doivent être utilisées pour la finalité et conservées pendant une durée raisonnable. Donc, n'utilisez que ce dont vous avez besoin et uniquement pour la finalité prévue au moment de la collecte. Le principe de sécurité, les données doivent être sûres et sécurisées. Le principe d'exactitude, donc les données doivent être exactes et mises à jour régulièrement. Et le principe de reconnaissabilité, donc la personne concernée doit être informée du traitement de données. Le respect de ces principes est obligatoire, sauf s'il existe d'autres motifs, donc par exemple le consentement, ou si les données sont entièrement anonymisées. Pardon. Ou si les données sont entièrement anonymisées. Il existe également les exceptions mentionnées précédemment, l'intérêt public prépondérant ou privé prépondérant, et l'exception en matière de recherche, qui donne la possibilité de publier des données anonymisées ou désidentifiées à des fins de recherche. Les données anonymisées ou désidentifiées semblent être une option intéressante, puisqu'elles libèrent les organisations de toutes, ou en tout cas de certaines obligations en matière de protection des données. Par exemple, il est possible à des fins de recherche de publier des données désidentifiées. Cependant, l'anonymisation ou la désidentification peut être idéaliste en raison de la définition large des données personnelles qui inclut toutes les données
lorsqu'il existe une possibilité raisonnable de réidentification. Donc, par un croisement de données, on s'est rendu compte que même si vous avez une base de données qui ne contient pas le nom ou le prénom directement d'une personne, en croisant l'âge, le genre et la localisation, par exemple, vous pouvez réidentifier une personne. Donc, l'anonymisation pleine et entière est questionnable. Et en ce qui concerne les données techniques, comme aucun droit de propriété intellectuelle ou autre ne s'applique, l'utilisation est libre, ceci à moins que l'accès ne soit limité par un contrat ou par un Trust Platform Module, donc TPM, qui est un standard cryptographique utilisé pour les secrets commerciaux, par exemple. Donc, en matière de propriété intellectuelle, donc les droits conférés, donc c'est que l'auteur a le droit exclusif sur son œuvre. Donc, à partir du moment où vous allez créer votre ouvrage, créer votre œuvre, vous allez avoir les droits exclusifs sur cette œuvre. On l'a vu au moment où on a discuté un peu de la cession aussi, que vous pouvez céder la totalité de vos droits d'auteur ou seulement certains droits. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit d'auteur, il se décompose en faisceaux de droits spécifiques. Et généralement, on distingue deux catégories. On va avoir les droits patrimoniaux qui vont généralement en fait, rapporter une certaine rémunération à l'auteur. Donc, on va essayer de préserver ici un peu l'intérêt économique de l'auteur. Et puis, vous avez les droits moraux ou le droit moral où on vise vraiment à protéger la relation entre vraiment l'artiste et son œuvre. Donc, c'est plutôt un intérêt, je dirais ici, artistique. Pourquoi est-ce que ça a un intérêt de distinguer ces deux catégories de droits? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir céder vos droits patrimoniaux, mais par contre, les droits moraux sont incessibles. Donc, c'est-à-dire que vous restez, donc le droit à la paternité, par exemple, vous restez auteur, donc on doit vous mentionner comme auteur. Vous ne pouvez pas céder ce droit-là. Ou je pense aussi à l'intégrité de l'œuvre, typiquement article 11 LDA, ou pour tout ce qui est modifications qui vont vraiment porter atteinte à l'œuvre ou la destruction, par exemple, d'une œuvre, ça revient toujours en fait à l'auteur original et ça peut pas, ces droits-là peuvent pas en fait être cédés. Et puis, on vous dit l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Donc, à partir du moment où effectivement l'œuvre remplit les conditions de la LDA. Par exemple, si la base de données, la structure de la base de données est suffisamment originale, et ben là, à ce moment-là, il faudra vraiment faire attention de demander préalablement l'autorisation à l'auteur. Pareil pour les logiciels. Et puis pour tout ce qui est données au sens très large, donc tout ce qui est images, par exemple, musique ou ouvrage. Ouais. Ensuite, donc, il y a quand même certaines restrictions, je dirais, ou exceptions dans la loi sur le droit d'auteur, donc qui sont intéressantes aussi, justement pour la recherche scientifique. Vous avez déjà aussi l'exception de citation, donc article 25 LDA, qui vous dit que les citations qui sont tirées d'autres œuvres préexistantes, etc., et qui sont bien sûr divulguées, donc c'est des œuvres qui ont été divulguées, sont licites dans la mesure où elles servent de commentaires, de référence ou de démonstration. Donc, par exemple, typiquement pour un travail de doctorat où on va justement travailler avec des ouvrages de plusieurs auteurs, on peut tout à fait s'en inspirer et pour autant qu'on les cite, toujours. Mais voilà, alors après, c'est la distinction de la citation directe, qu'on va reprendre telle quelle, et donc il faut bien faire attention à citer l'auteur. Citation indirecte, où on va reformuler, mais il faut quand même citer l'auteur, etc. Donc, pareil pour les images, vous pouvez les incorporer dans vos ouvrages, dans vos thèses, si pour autant qu'elles apportent quelque chose à la recherche et qu'elles vous permettent en fait de démontrer quelque chose, là, vous pourrez le faire toujours, évidemment, en mentionnant l'auteur. Mais vous n'allez pas avoir à justement rémunérer cet auteur pour cette utilisation. Donc, aussi, ensuite, deux autres exceptions. Exception de la reproduction provisoire, exception des fins de recherche scientifique. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je me rends compte, je vais peut-être commencer par l'exception à des fins de recherche scientifique, donc 24D LDA. Parce que cette exception, en fait, elle me paraît assez importante dans la mesure où
elle vise en fait ce qu'on appelle le text and data mining. Donc, ça veut dire une analyse en fait d'une grande quantité de données. Quand vous allez faire une analyse, travailler avec une grande quantité de données. Encore une fois, ici, ça peut être aussi très bien des données qui sont soumises à la LDA, donc par exemple des images, si vous travaillez avec une grande quantité d'images. Et c'est beaucoup aussi des données qui sont utilisées aussi dans le secteur, par exemple, pharmaceutique ou biomédical. L'utilisation, en fait, elle va être autorisée si elles sont utilisées à des fins scientifiques. Donc, à partir du moment où ces données, vous allez faire une analyse et qu'elles vont avoir un but, disons, qu'elles vont être commercialisées ou qu'elles vont avoir ce but un peu de commercialisation, et bien là, on quitte en fait le champ de l'exception à des fins de recherche scientifique. Un exemple qui est assez, disons, d'actualité, je dirais, c'est l'intelligence artificielle et l'entraînement en fait des algorithmes. Dans ce contexte-là, donc on n'a pas encore de jurisprudence en Suisse, mais il y a quand même plusieurs auteurs aussi de doctrine qui ont rédigé sur le sujet. Et en fait, l'avis en tout cas majoritaire, c'est de dire que pour entraîner un algorithme, vous allez justement utiliser des données. De préférence, il faudrait que ces données elles soient dans le domaine public. Mais on sait que voilà, vous allez souvent entraîner vos algorithmes avec des textes, avec des images. Vous allez lui donner un certain nombre de données à analyser. Et puis, certaines de ces données, justement, peuvent être protégées par le droit d'auteur. Dans ces cas-là, le contenu, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, il va venir typiquement, je pense, à ces intelligences artificielles qui vont vous créer, par exemple, des photographies ou qui vont vous créer certains tableaux, qui vont générer en fait des images. Et donc, en fait, le contenu de l'intelligence artificielle vient, en fait, si vous voulez, concurrencer l'œuvre originale. Et donc, elle a une signification économique indépendante. Et donc, ça vise quand même la commercialisation de son contenu. Et donc là, on n'est plus purement dans l'exception à des fins de recherche scientifique parce qu'on n'est plus dans de la recherche scientifique puisque ce qu'on vise à faire, c'est vraiment commercialiser l'output, je dirais, ou la donnée qui va sortir ou qui va être la donnée sortante, en fait, si vous voulez, de cet algorithme. C'est tout bon. Je reviendrai après si jamais. Très bien. Donc, le dernier point qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est la question suivante. Comment déterminer les conditions d'utilisation d'une donnée? Et c'est ici qu'on va aborder les licences. Donc, principalement Marion. Donc, on a choisi en fait le cas des licences Creative Commons. Donc, c'est vraiment des licences... aussi, je me suis plus penchée sous l'angle du droit d'auteur. Même si aujourd'hui, il y a quand même des recherches aussi qui se font pour savoir si on peut potentiellement avoir le même système de licence pour, par exemple, des données qui seraient non personnelles ou des données personnelles. Mais disons qu'on va vous parler plutôt des licences sous l'angle du droit d'auteur parce que c'est quand même assez, je dirais, établi. Donc, une licence, c'est un contrat par lequel le titulaire des droits d'auteur, donc il va autoriser certaines utilisations de son œuvre. Les licences qu'on appelle libres, en fait, elles remplissent 4 prérogatives où elles vous donnent en fait 4 droits qui sont l'utilisation de l'œuvre pour tout usage, donc c'est très large, une étude de l'œuvre, donc vous pouvez étudier l'œuvre, vous pouvez redistribuer des copies de l'œuvre et puis vous pouvez modifier cette œuvre et la publier. Donc, vous voyez, la licence libre, c'est vraiment très, très large. Ça veut dire que l'auteur, en fait, vous donne la possibilité de tout faire, enfin, presque en tout cas, avec son œuvre. La licence de libre diffusion, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où elle va vous offrir certaines de ses prérogatives. Donc, c'est des prérogatives réduites. Donc, par exemple, que l'utilisation de l'œuvre ou l'étude, etc. Licence Creative Commons, simplement, finalement, c'est ces différents droits qui sont résumés par des pictogrammes. Donc, on va le voir sur la slide d'après, si j'arrive à passer. Voilà. Donc, ici, en fait, quand vous allez sur Internet, vous pouvez aussi déjà vous renseigner, en fait,
sur les différentes images pour savoir si elles sont soumises à certaines licences ou pas. Alors là, j'ai pris l'exemple justement, donc j'ai tapé simplement montagne dans Google, et puis vous avez un outil. Donc vous pouvez cliquer sur outils, puis ensuite vous avez droit d'usage. Donc si vous cliquez sur droit d'usage, ensuite vous allez avoir les images en fait qui sont soumises à certaines licences. Et puis quand vous cliquez sur l'image qui vous intéresse, donc typiquement j'ai cliqué ici sur cette image, enfin disons un logo plutôt de montagne. Et puis, ça vous renvoie en fait au site des Creative Commons. Et sur ce site, en fait, vous allez pouvoir vous informer et voir en fait quelle est l'utilisation que vous pouvez faire de cette image ou de ce logo. Ici, par exemple, donc je vous ai mis pour plus d'informations sur les types d'utilisation. Donc, vous avez le site en fait des Creative Commons. Où vous pouvez aller voir les différents pictogrammes. Donc, ce qu'on attend par pictogramme, ici, vous voyez, c'est le petit, par exemple, le petit bonhomme qui est entouré ou enfin, ici, en fait, il n'y a que le petit bonhomme qui est entouré. On verra pourquoi, parce qu'en fait, c'est justement une licence libre. Donc, où vous pouvez faire en fait. Donc, si on revient ici, vous avez les 4 prérogatives, donc utilisation, étude, redistribution, modification, publication, etc. Donc voilà, donc ça c'est aussi un bon moyen en tout cas de se renseigner et de savoir ce que vous pouvez en faire ou pas. Aussi par exemple dans des, si vous utilisez des images dans des présentations PowerPoint. Donc ici aussi justement le petit bonhomme, si je regarde juste, je crois que j'avais noté mais je ne suis pas sûre, non. En fait, ce que ça vous dit, c'est simplement qu'il conserve son droit de paternité. Donc, c'est une licence libre, mais c'est-à-dire que vous allez quand même devoir citer l'auteur. Donc, ici, l'auteur, on voit Vector and Icon. Donc, j'ai mis le lien aussi. Et donc, en fait, vous pouvez l'utiliser, mais je veux dire, il va falloir toujours mentionner quand même le nom de l'auteur. Donc, c'est ça que ça vous dit. Et en fait, toute la signification de ces pictogrammes, vous les trouvez justement sur le site internet des Creative Commons. Et donc, voilà. Comment s'assurer de bien, en fait, finalement, utiliser une œuvre que pour trouver, par exemple, sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Internet que forcément c'est libre de droit. Merci beaucoup. On arrive à la conclusion et au passage en revue des questions. Donc, peut-être avant de conclure, je voulais demander, Constance, est-ce qu'il est possible de partager le document de questions qui nous a été transféré via un partage d'écran? Soit nous, on le partage, soit si c'est possible pour vous. Comme ça, on peut rapidement passer les questions en revue. Oui, je ne crois pas qu'il contienne de données personnelles, justement, ce document. Non. Rappelez-moi, je ne l'ai pas. Si ce n'est pas le cas, oui, vous pouvez. Ok, parfait. Est-ce que tu... Oui, j'arrête juste le partage. Alors, en conclusion, les points importants à retenir, c'est qu'il y a une distinction claire entre les droits de propriété intellectuelle, dont fait partie le droit d'auteur, et le droit de la protection des données. Donc, c'est 2 champs juridiques qui sont différents. Pour assurer un meilleur accès et une meilleure utilisation des données, il faut se souvenir d'avoir une approche holistique. Donc, il est nécessaire de considérer l'ensemble du cadre juridique et pas seulement la protection des données, étant donné que la plupart des données sont regroupées dans des bases de données mixtes, comme le mentionnait Marion plus tôt, avec des données qui sont liées entre elles. Il faut donc trouver une coexistence des régimes juridiques, à la fois de la protection des données personnelles et des droits de propriété intellectuelle, notamment du droit d'auteur. Il s'agit de toujours se demander à qui appartient la donnée. Donc, comme vient de le montrer Marion avec l'outil sur Google, par exemple, pour ce qui concerne les droits d'auteur ou les licences, vous pouvez consulter la titularité de la donnée de cette manière. Se souvenir que l'anonymisation est un moyen de faciliter l'usage des données, en se souvenant que les technologies actuelles permettent quand même de moins en moins de garantir une totale anonymisation, qu'il existe quelques exceptions à maîtriser, donc telles que l'exception à des fins de citation ou l'exception qui concerne le text and data mining, qu'il y a également des réglementations spécifiques à chaque secteur, donc par exemple en droit de la concurrence déloyale ou en droit pénal, il existe d'autres réglementations. Et les contrats
à maîtriser. Donc là, en l'occurrence, le fait de pouvoir mentionner les licences Creative Commons et les différents pictogrammes peuvent permettre aussi de mieux comprendre quels sont les droits, en tout cas en matière de propriété intellectuelle, qui régissent les données en question. Ok. Et donc, on nous avait transmis vos questions à travers ce document. Je ne sais pas si vous voyez bien là actuellement le partage d'écran. Oui, oui, on voit. Parfait. Petit, mais on voit. Petit. Alors, Peut-être. peut-être que je vais pouvoir zoomer. Hop là. Je pense que je peux faire mieux, mais voilà. De toute façon, on va les lire et puis on va y répondre. Donc, concernant la première question qui concerne les droits d'auteur, en fait, la question concerne majoritairement la distinction entre droit de la propriété intellectuelle et le fait que le droit d'auteur soit une sous-catégorie des droits de propriété intellectuelle et la protection des données. Donc, il me semble qu'on a pu y répondre par l'exposé précédemment. Pour la deuxième question, il s'agissait des questions liées au Creative Commons, donc qui viennent d'être présentées. La question qui vient ensuite est quelles étapes sont nécessaires pour protéger une invention dans le cadre d'une petite start-up qui ne dispose pas de fonds importants? C'est vrai qu'on n'a pas, du coup, on a laissé un peu de côté du coup les brevets d'invention parce que je pense qu'au niveau de la recherche, quand vous avez toutes les étapes qui viennent en amont, ça va aussi et surtout, je pense, être protégé. C'est des données en fait qui sont techniques et qui sont généralement confidentielles, donc je pense que ça sera plutôt protégé par si elles remplissent évidemment les conditions de secret économique ou de secret d'affaires par la LCD, donc la loi contre la concurrence déloyale, ou peut-être par d'autres domaines du droit aussi pénal ou autres. Et puis, quelles étapes nécessaires pour protéger alors, c'est vrai que c'est toujours un peu la question de savoir, quand on n'a pas beaucoup de fonds, comment est-ce qu'on fait pour déposer, comment est-ce qu'on fait pour protéger. C'est vrai que c'est pas évident. Après, c'est une question beaucoup plus générale de, comment je pourrais dire, d'application du droit. Donc, ouais, je pense que là, pour y répondre, il nous faudrait vraiment une session juste pour ça, pour savoir comment est-ce qu'on protège, quelles sont vraiment les différentes étapes. C'est vrai qu'il y en a plusieurs avant d'arriver à un brevet. Je pense que c'est surtout que vous allez travailler avec des données qui sont en fait techniques et qui sont très, hautement confidentielles en tout cas. Et donc, je pense que c'est aussi important d'avoir des bonnes bases de données qui vous permettent de protéger ces informations ou de protéger ces informations aussi par des contrats lorsque vous allez devoir peut-être partager ces informations avec peut-être des investisseurs ou que sais-je, mais voilà, ce sera plutôt des données techniques et donc soumises à un autre régime, je dirais, que le brevet qui en fait va intervenir vraiment à la fin du projet. Ouais. Ensuite, faut-il mélanger donc plusieurs licences libres dans un même dataset pour plusieurs unités d'un projet? Alors là, pour éviter c'est une formation assez générale et on ne peut pas rentrer dans trop de conseils juridiques, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il faut dans tous les cas éviter de mélanger plusieurs licences. Une licence, c'est un type de licence est recommandé. Le fait de mélanger complexifie un peu trop. C'est le mieux est d'en utiliser un seul type. Comment devrions-nous aborder les accords de propriété d'information et de collaboration ouverte tout en comptant avec des chercheurs? C'est vrai qu'on peut mentionner justement quand c'est très important dès le début en fait du projet collaboratif, donc recherche collective, de vraiment nommer une personne qui va être vraiment titulaire du droit d'auteur. En fait, ça dépend encore une fois ce que vise évidemment la recherche et quel est le produit fini de cette recherche. Je pense que vraiment le plus simple, c'est vraiment de déterminer la personne. Et puis si vraiment il y a peut-être deux personnes et encore une fois, vous pouvez être co-auteur que si l'apport que vous
l'apport que vous faites, en fait, si vous voulez, à la recherche, ça doit vraiment être un apport conséquent sur le caractère original de l'œuvre ou le caractère individuel. Donc, si c'est plus des petites contributions, mais qui apportent rien, si vous voulez, par exemple, au caractère individuel de l'œuvre, vous n'allez pas pouvoir être co-auteur de toute façon. Mais je pense que c'est important de clarifier, en tout cas, une personne comme auteur, ouais. Un projet intègre. Notion de collaboration. Certains travaux des étudiants seront ensuite valorisés, diffusés dans différents médias. Dois-je demander un consentement pour diffusion et utilisation aux étudiants et étudiantes? Est-ce qu'une cession de droit d'auteur à l'institution est possible? Donc, je crois qu'on a un peu répondu aussi à cette question précédemment en disant que selon le cadre de la recherche, une cession de propriété est possible, notamment dans le cadre, par exemple, d'un projet de recherche financé par le FNS. La question suivante. Donc, quelle est la différence entre droit d'auteur, droit de diffusion, droit moral, droit patrimoniaux et droit voisin? Donc, ça a été mentionné aussi précédemment. En fait, on a les droits de propriété intellectuelle, dont le droit d'auteur fait partie, et les droits voisins sont les droits voisins aux droits d'auteur. Donc, par exemple, si on prend le cas de la musique, les auteurs-compositeurs vont être protégés par le droit d'auteur, donc les personnes qui sont à l'origine des paroles ou des partitions d'un morceau de musique seront protégées par le droit d'auteur. Les artistes interprètes, donc la personne par exemple qui va chanter un morceau, sera couverte par les droits voisins. Et autant dans les droits d'auteur que dans les droits voisins, on a une distinction entre les droits moraux, donc par exemple le droit de paternité, et les droits patrimoniaux, dont font partie les droits de diffusion ou les droits de reproduction. Les droits qui sont incessibles sont les droits moraux. Les droits patrimoniaux, eux, peuvent être cédés. Je sais pas si Ok, super. Donc, ensuite, c'était un chercheur, une chercheuse détient-il la propriété intellectuelle de l'idée? Donc, ce qu'on disait, c'est que les idées en tant que telles, elles ne sont pas en fait protégées, en tout cas pas par la propriété intellectuelle. Et il faut en fait qu'il y ait une expression de cette idée. On entend, souvent, elle se matérialise, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour rebondir aussi sur la musique, typiquement, si vous faites voilà, vous avez créé une chanson, des paroles, etc. Et vous n'avez pas forcément ça sur une partition, mais par exemple, juste le fait en fait, de la chanter dans un bar ou de la chanter à l'occasion d'un événement ou que sais-je, c'est déjà aussi une manière d'exprimer, en fait, une expression de votre création et de votre idée. Et donc la question c'était, détient-il la propriété intellectuelle sur l'idée en tant que telle? Non. L'expression de cette idée, on a vu oui, si elle remplit, pour autant qu'elle remplisse en fait les conditions posées par la loi sur le droit d'auteur, donc qu'il y ait un caractère qui soit suffisamment individuel. Donc voilà, puis on a vu que c'est quand même une condition qui est quand même assez, un standard, disons, qui est quand même assez élevé, difficile à atteindre aussi pour ce qui est en tout cas des données de recherche. Ensuite, la question sur le set de données qui contient des œuvres d'artistes, comment concilier partage et réutilisation des données et droits d'auteur? Là, ça rejoint aussi le point abordé en conclusion. En fait, il faut toujours se demander quels sont les droits liés à l'œuvre, à qui appartient l'œuvre, et en fait, est-ce que l'œuvre est au bénéfice d'une licence? Donc, est-ce que certains droits ont été cédés qui permettent de réutiliser l'œuvre en question, ou si le consentement de l'artiste doit être requis? Okay. Y a-t-il une différence entre propriété des données et propriété intellectuelle des données? Donc oui, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence lors de cet atelier. Concernant les deux questions qui mentionnent l'article 15 de la Convention intercantonale sur la HES, là, c'était à la fois des éléments qui concernaient 332 CO et 17 LDA sur l'application des... C'était quoi les hautes écoles sont titulaires? Ouais, c'était vraiment de savoir, en fait, de bien aller voir, par exemple, si vous êtes chercheur au sein d'une université, d'une haute école,
ou pour une entreprise même privée, hein, entreprise privée, ça sera peut-être plutôt dans votre contrat, mais de voir aussi la réglementation, en fait, hein, simplement, c'est souvent disponible, et puis vous avez toujours normalement un aspect qui couvre justement tout ce qui est propriété intellectuelle, et donc ça, ben voilà, ça diffère. Si c'est des œuvres, ben vous en êtes titulaire, donc vous êtes l'auteur de ces œuvres, et donc c'est pas votre employeur normalement, sauf si justement il y a des dispositions qui ont été prises au sein de l'université, où vous avez une mention qui dit que même les ouvrages reviennent à l'université. Et puis pour les droits de propriété intellectuelle, mais plutôt industrielle, je dirais, brevet, design, ben, on a cette norme du Code des obligations suisses, en fait, qui s'applique, donc l'article 332, et qui réglemente ceci. Et donc, normalement, c'est vrai que les œuvres, donc pour la LDA, donc droit d'auteur, donc elles vous reviennent sous réserve de dispositions contraires, et sauf justement l'exception, évidemment, des logiciels où là, ça appartient en fait aussi à votre employeur, ou à la haute école ou à l'université. Donc, les questions suivantes. Décider des licences. Là, je vais noter ça. Contenu, est-ce que je cherche licence. Alors, de décider des licences, encore une fois, ça va dépendre de la titularité. En fait, qui est titulaire de votre donnée ou de l'image, ou ça dépend du domaine, et puis ça dépend aussi de la titularité dans ce domaine. Donc, il faut vraiment vous poser la question qui est titulaire, et c'est seulement le titulaire qui va pouvoir ensuite décider de comment est-ce que je divulgue mon œuvre, comment est-ce que comment les autres peuvent l'utiliser, etc. Donc après, c'est le titulaire qui va décider finalement de la licence et de l'étendue de cette licence. Concernant la question relative aux redevances à payer aux bibliothèques pour publier des reproductions d'ouvrages qu'elles conservent, pourtant tomber dans le domaine public, bon, cette question, il semble qu'il y a plusieurs confusions entre le domaine public, les redevances, donc les droits patrimoniaux. Le principe, c'est que si une œuvre tombe dans le domaine public, il n'y a pas de redevance à payer, à moins que la bibliothèque, à des fins de conservation, ou décide de redevance, de mettre en place un système de redevance. Mais il nous a semblé qu'il y avait plusieurs confusions dans cette question. Du coup, c'est un petit peu difficile d'y répondre. Ça, je pense qu'à partir du moment où l'œuvre, en fait, elle tombe dans le domaine public, peut-être que ce que j'ai oublié aussi de souligner, c'est qu'en fait, chaque droit de propriété intellectuelle est limité dans le temps, qui a une certaine durée. Donc, pour les œuvres, typiquement, elles sont protégées jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, c'est quand même une longue protection. Après, si on prend les brevets, ce sera 20 ans. Voilà, donc ça diffère. Mais à partir du moment où votre œuvre elle est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire que, imaginons, c'est une œuvre qui a été rédigée par quelqu'un qui est décédé, et puis et qu'il y a 70 ans qui se sont écoulés depuis depuis son décès, et ben du coup l'œuvre est dans le domaine public et vous pouvez librement l'utiliser. Et puis sinon, pour les bibliothèques, bon, ça sera, si les œuvres sont protégées, c'est généralement, si vous êtes en tant qu'étudiant, justement, des fois vous allez consulter des livres, vous faites des impressions, etc. En fait, l'université verse des redevances, en fait, pour ce type d'utilisation précise. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question, mais c'est pas en tout cas normalement à vous en tant qu'étudiant, en tout cas, de vous acquitter de cette redevance, c'est en tout cas pris en charge normalement par l'université. Concernant la question sur le droit d'auteur et savoir s'il s'applique au contenu pédagogique mis en ligne, par exemple dans le cas de cours par visioconférence. Donc là, il s'agit de l'article 19, alinéa 1, lettre B de la loi sur le droit d'auteur. Donc ce que cet article dit, c'est que l'usage privé d'une œuvre divulguée est autorisé. Et par usage privé, on entend toute utilisation d'œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques. Donc, le champ d'application est quand même assez restreint. Donc, il faut que ce soit un petit groupe de personnes. Donc, dans le cadre d'un cours donné par visioconférence qui serait accessible, par exemple, à toute la communauté universitaire, ou des vidéos en libre accès pour toute personne, même non inscrite à l'université, l'exception
liées à l'usage privé ne s'appliqueraient pas. Il faut qu'il y ait un nombre assez restreint d'élèves, en tout cas quantifiés et quantifiables. Certains pays, dont la Suisse, ne permettent pas aux auteurs de renoncer à leurs droits. Est-ce tout de même légal d'appliquer une licence Creative Commons à une production ou à un set de données? Donc, de nouveau, à ne pas confondre de quels droits on parle. Est-ce qu'on parle des droits moraux qui sont incessibles? Donc, effectivement, les auteurs ne peuvent pas renoncer à leurs droits moraux, au droit moral, droit d'auteur, mais peuvent céder les droits patrimoniaux. Donc, une licence Creative Commons pourrait être totalement applicable pour les droits patrimoniaux cédés. Et puis pour autant aussi qu'à une production ou un set de données, donc comme on a vu, pour autant que le set de données, donc base de données, soit protégé, en tout cas du point de vue du droit d'auteur. Donc, et puis ça sera la structure que vous autorisez par exemple à utiliser, la structure de votre base de données, mais pas forcément son contenu, à moins que son contenu aussi, lui, soit protégé par le droit d'auteur. Si vous avez par exemple un contenu où vous avez essentiellement des photographies ou de la musique, enfin voilà. Les œuvres d'art et les inventions produites sont-elles automatiquement protégées ou faut-il les déclarer un organe compétent? Protégé par le droit d'auteur. Donc c'est protégé par le droit d'auteur. Si on parle d'œuvres d'art, évidemment, les inventions. Ça rejoint un peu la 332 du Code des obligations et puis le fait que les œuvres d'art sont-elles automatiquement protégées? Oui, en fait, les œuvres d'art, elles sont automatiquement protégées pour autant qu'elles remplissent les conditions. Et puis vous allez être du coup titulaire originaire dès la création de votre œuvre, en fait. Donc il n'y a pas de démarche, en tout cas à ce niveau-là. Et puis les inventions, alors c'est vrai qu'une invention, elle, du coup, il faudra effectivement la déposer. Si vous voulez la protéger en Suisse auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, vous pouvez faire aussi des dépôts dans d'autres pays, etc. Donc avec l'OMPI aussi. Donc voilà, les inventions, elles, doivent être déposées si vous voulez être en tout cas protégées. Ouais. Ensuite, on a une question sur la différence entre le copyright et le droit d'auteur et sur ce qu'est le copyleft. Donc la différence entre copyright et droit d'auteur, c'est distinction en fait entre des traditions juridiques. Donc le copyright, c'est le droit qui est appliqué dans les pays anglo-saxons, notamment États-Unis, Angleterre. Et le droit d'auteur, ce sera une tradition issue du droit civil, donc notamment ce qui est appliqué en Suisse. Donc, le contenu est légèrement différent, mais c'est quand même utilisé la plupart du temps comme pour désigner la même chose. Et c'est vraiment des distinctions qui... Par rapport au système juridique, je dirais, plutôt que sur la terminologie, en fait, qui est employée. Et le copyleft, c'est simplement l'autorisation donnée par un auteur d'utiliser une œuvre qui est soumise au copyright. Concernant la bonne licence à choisir lors du partage de données, la Creative Commons est conseillée car elle supprime toute barrière à l'accès aux données, mais elle annule la protection. Effectivement, il y a différents types de licences. Donc là, on ne peut pas vraiment donner de conseils juridiques. Tout dépend de la donnée aussi. De la donnée. Quelle est votre donnée et avec vos qui c'est intérêts partagé, aussi, en fait. Qu'est-ce que vous voulez interdire ou pas. C'est difficile en fait sans savoir exactement quelle est votre donnée de pouvoir donner vraiment une réponse précise sur le type de licence en fait appropriée, je pense. Et idem pour la question suivante sur la licence qui est recommandée pour partager un code. Donc j'imagine un code source logiciel. Là pareil, on ne peut pas trop rentrer dans du conseil juridique. Après, on peut effectivement parler des licences GPL du MIT. Peut-être que ça peut aider. C'est des licences pertinentes en l'espèce. Donc ça, on peut vous laisser regarder. Et la dernière question qui nous avait été adressée, c'est qu'est-ce qui est protégé par le droit d'auteur en Suisse et est-ce que c'est identique en Europe? Donc ça, je crois que... Il y a toujours un peu des différences, mais c'est vrai que le domaine, en tout cas de la propriété intellectuelle, se veut quand même assez harmonisé dans son ensemble.
Et puis c'est vrai que la Suisse doit aussi un peu tenir compte de ce qui se fait, notamment au niveau européen. Donc je pense qu'on a quand même une certaine harmonisation, en tout cas dans ce domaine, qui pourrait ne pas être le cas dans d'autres domaines du droit. Après, voilà, encore qu'il y a, je pense notamment, bon là c'est l'Europe, mais aux États-Unis où il y a quand même, je pense, quelques différences importantes. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et puis si vous avez d'autres questions, ben, on peut volontiers essayer d'y répondre maintenant. Oui, merci infiniment de nous avoir guidés dans ce monde assez complexe de la propriété intellectuelle. Je vois en fait qu'il y a 3 questions dans le chat. Je ne sais pas si les auteurs de ces questions sont toujours là et souhaiteraient prendre la parole. Ou peut-être sont-ils déjà partis. Laurent, notamment. Oui, Laurent? Non. Oui, tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Ouais, je prends volontiers la parole. Moi, j'ai une question qui me revient tout le temps, en lien effectivement avec les recherches plutôt qualitatives, où ce qu'on appelle données la plupart du temps sont essentiellement des entretiens qualitatifs qui sont menés dans le cadre d'une recherche sociologique, par exemple. Quand on discute avec les chercheurs, chercheuses en sociologie notamment, pour beaucoup d'entre eux, et moi aussi, hein, on considère que un entretien, c'est aussi quelque chose qui est produit par le chercheur, c'est-à-dire qu'il y a une manière, une posture à avoir vis-à-vis de la personne qu'on rencontre, une façon de poser les questions, de relancer l'entretien. Et du coup, c'est quand même une création. Enfin, moi, j'ai du mal à considérer que l'entretien pourrait devenir une donnée qui pourrait un jour appartenir à mon institution, puis que l'institution pourrait, sans moi, décider de le partager, de l'utiliser dans un autre cadre que la recherche dans laquelle il a été produit, qui pourrait être une recherche FNS, par exemple. Et je voudrais savoir si, dans le fond, l'entretien qualitatif, une fois retranscrit, est-ce qu'il est considéré comme une donnée ou est-ce qu'il est quand même encore protégé, dans le fond, par la propriété intellectuelle, au sens où c'est aussi une création de celui qui a réalisé cet entretien? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, merci. Je veux juste l'entretien qualitatif, donc c'est la manière dont vous faites passer, c'est ça, les entretiens? Oui. Alors, du coup, l'idée, hein, c'est d'avoir effectivement un entretien plutôt qualitatif avec la personne. Donc, on va effectivement lui poser un certain nombre de questions, qui ne sont pas des questions auxquelles on répond par oui ou par non, mais qui demandent de long développement, souvent des bifurcations biographiques pour expliquer effectivement son contexte, ce qu'on pense, pourquoi on considère les choses comme ça. Et du coup, effectivement, cet enrichissement, cette matière, en fait, qui va être produite dans le cadre de l'entretien, elle se fait dans une interaction particulière entre le chercheur et ses interlocuteurs ou interlocutrices. Si c'est un autre chercheur qui mène la même recherche, il n'obtiendra pas les mêmes types d'entretiens. Ça dépend quand même très largement de sa position, de sa posture, de son identité, de la manière dont il est entré sur son terrain. Donc enfin bref, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le fond, il y a une dimension très personnelle en fait à la donnée qui est très liée dans le fond au chercheur et à sa façon de travailler. Et du coup, on bute souvent, en tout cas les chercheurs en sociologie, sur l'idée que on nous renvoie parfois que finalement nos entretiens qualitatifs, une fois anonymisés, on devrait pouvoir les partager sur des repositories, et puis que d'autres chercheurs pourraient s'en saisir pour faire des analyses avec. Et ça, moi, ça pose quand même, enfin souvent en sciences sociales, ça pose énormément de questions en fait, hein. Cette idée que la donnée pourrait ne pas être protégée en fait par le droit d'auteur. Ouais, c'est vraiment très intéressant comme question. Non, en fait, c'était juste une réaction en disant, effectivement, en fait, si l'entretien et les données en question ne remplissent pas les critères... Ouais, c'est toujours ça, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'il y ait un degré d'originalité, disons. C'est toujours dur parce que je pense que ça peut se plaider en fait des deux côtés. Et en fait, j'essaye d'imaginer, à contrario, si c'est pas protégé par le droit d'auteur, est-ce que c'est pas un savoir-faire en fait finalement, et puis le savoir-faire, du coup, vous pouvez peut-être le protéger aussi pour autant qu'il soit en fait confidentiel, en fait, c'est ça après, parce que de nouveau on retombe dans les secrets un peu commerciaux et secrets d'affaires, et c'est vrai qu'on protège plutôt par la loi contre la concurrence déloyale, donc il faudrait un comportement déloyal de la partie adverse. Je pense que c'est une bonne question, c'est intéressant, mais je pense que c'est effectivement compliqué, mais je pense qu'on pourrait le plaider en fait et essayer de montrer justement en quoi est-ce que cet entretien il serait suffisamment original, et justement l'élément que vous dites, c'est que c'est propre à chaque chercheur en fait finalement, et donc de démontrer que c'est
une opération qui n'est pas en fait finalement réalisable par tout tiers en fait. Ouais. Donc voilà, c'est très général, donc je suis désolée, j'ai pas vraiment de questions précises parce que ça va vraiment, je pense qu'on peut un peu plaider des deux côtés, mais. Donc ça, c'était cette question. Merci. Oui, merci. Je ne sais pas si Noémie Pouzière, que je vois qui est toujours là, qui avait posé une question, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, d'accord. Oui, merci. Oui, rapidement, en plus, ça concerne un petit peu plus la protection des données personnelles, mais comme vous avez aussi abordé cet aspect-là, c'était la question de la garantie du retrait du consentement qu'on donne en général aux personnes qui participent aux recherches. Et je me demandais, c'est vrai que c'est des fois compliqué, jusqu'où on garantit de pouvoir retirer ce consentement, suivant à quel moment ça arrive. Concrètement, c'est jamais arrivé chez nous, mais disons, si on peut se poser si ça arrive en cours de recherche, que des analyses ont déjà été réalisées, voire des publications utilisant des données, contenant des données personnelles, bien sûr qui ne sont jamais publiées telles quelles, mais enfin, voilà, du coup, va cette garantie de retrait en fait, du consentement. Allez-y, pardon. Non, c'est juste, est-ce que, du coup, ma question, ce serait aussi, est-ce que si, du moment qu'on publie des données personnelles sous une forme pseudonymisée, est-ce que ça suffit à garantir le fait que c'est plus des données personnelles et que, du coup, il n'y a plus ce retrait du consentement, enfin. Alors, la donnée personnelle pseudonymisée reste une donnée personnelle, dans le sens où la pseudonymisation permet une réidentification. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le cadre de l'anonymisation, en fait, à partir du moment où on peut garantir qu'il n'y a pas de réidentification possible, donc la donnée sortirait du champ de la loi sur la protection des données et ne serait plus considérée comme une donnée personnelle. Actuellement, c'est vraiment compliqué de garantir qu'une donnée est complètement anonymisée, puisque par des procédés techniques, on peut très facilement réidentifier certaines données. Donc, la donnée pseudonymisée reste une donnée personnelle. Et du coup, si une personne a consenti à l'utilisation ou à la collecte d'une donnée, au traitement de ces données pour certaines finalités, elle conserve quand même le droit de retirer son consentement. Et si elle notifie le fait qu'elle retire son consentement, alors les mesures doivent être prises, même si ça, effectivement, en pratique, c'est compliqué parce que ça demande parfois de dépublier certaines. Effectivement. Je ne sais pas comment. Effectivement, c'est Ça dépend de la Ouais. Ça dépend des cas concrets. Ça dépend Par exemple, le cas assez fréquent, c'est que vous consentez, par exemple, en allant sur un site, vous pouvez consentir à l'utilisation de certains cookies, mais vous pouvez le retirer aussi. Donc, vous pouvez toujours modifier votre consentement dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'un entretien, par exemple, comme la personne précédente mentionnait, le cadre d'un entretien qualitatif, il faudrait voir selon le cas particulier. Mais la pseudonymisation en tant que telle permet pas de faire sortir la donnée du champ de la loi sur la protection des données. Alors. Ok, merci. Merci. Je crois que Marilène, tu avais levé la main, mais je ne sais pas si tu es repartie. Non, je suis toujours là. Ok, voilà, parfait. Je te laisse. Je reprends la question en fait de ma collègue Tania qui demandait la LHEV, donc la loi vaudoise sur les HE, dit que la HE est titulaire des droits de propriété intellectuelle. Est-ce que c'est une cession comme vous le mentionniez? Donc vous disiez dans une slide, la propriété peut être transférée à des tiers, par exemple une IGE. Donc là, c'est la même chose? Enfin, c'est ce type de transfert auquel vous pensiez À l'exception des droits d'auteur et des droits voisins, chaque haute école est titulaire des droits de propriété intellectuelle, pourtant sur toute création. Disons que là, c'est pas vraiment une cession, puisqu'en fait, on vous dit que d'emblée, en fait, vous allez être
la haute école en fait va être titulaire de ces droits-là en fait, à l'exception évidemment des droits d'auteur. Par exemple, dans le cadre des droits d'auteur, une cession, ce serait là typiquement, on vous dit que c'est vous qui restez en fait auteur de vos œuvres et donc vous avez la titularité. Donc en fait, si l'université veut ensuite acquérir certaines prérogatives, certains droits d'auteur sur votre œuvre, là vous allez devoir opérer une cession par un contrat de cession. Mais là, après, pour le reste, par exemple, pour les autres droits de propriété intellectuelle, création technique, etc., en fait, ça appartient en fait, de manière originaire en fait, à l'université, puisque c'est mentionné dans la base légale en fait, du règlement de l'université. D'accord, ok, merci. Et merci, je crois qu'on arrive à la fin. On pourrait passer encore tout l'après-midi à discuter. Donc, voilà. Cette question de propriété intellectuelle. Merci beaucoup encore de vous être prêté à l'exercice complexe de cette relation open data, protection, propriété intellectuelle. Quant à moi, on se retrouve pour un prochain webinaire, comme je vous le disais, le 16 avril sur les méthodes d'anonymisation avec Céline Racine. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une belle suite de journée et vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre... Est-ce que Marion et Margot, on peut rester juste une petite seconde, ça va pour vous? Ok, parfait, merci. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Je vais arrêter.